Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. Miarca, c'est d'abord le destin romanesque d'une fille de 19 ans sous l'occupation, à peine sortie du lycée, qui décide de ne pas se laisser faire. En ce temps où nous nous interrogeons sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons être, il m'a semblé que cet itinéraire emblématique et peu connu par la cruauté des épreuves traversées, comme par la grandeur des sacrifices consentis, demeurait plus que jamais une source d'inspiration. Car ce destin ne se limite pas à la résistance et à son prolongement, Ravensbrück. De son vrai nom, Miarca s'appelle Denise Jacob. Juste avant qu'elle ne soit plongée dans la nuit du camp, ses parents André et Yvonne, ses frères et sœurs Madeleine, surnommée Milou, Jean et Simone, la future Simone Veil, ont été déportés comme juifs. Ni Yvonne, ni André, ni Jean ne sont jamais revenus. À travers le sort réservé à sa famille, le destin de Denise a donc été aussi la Shoah. Le jeu qui consacre un ouvrage admirable à Miarca, c'est mon invité d'aujourd'hui, Antoine Demeaux, qui est écrivain et réalisateur. C'est un livre qui est une biographie, comme le nom l'indique, puisque le titre du livre, c'est le prénom Miarca. Je vous demanderai ce que ça veut dire après. Mais c'est aussi une œuvre littéraire qui se voit par la construction de ce livre. La construction est extrêmement subtile, puisque, si j'ai bien compris, votre fil directeur, c'est Miarca, la résistante, mais que, à partir de ce récit que vous faites par chapitre, vous intercalez ce qui concerne sa vie d'avant, c'est-à-dire sa famille, son milieu familial, et bien évidemment, vous évoquez aussi ce qu'a été la vie de Miarca après son retour de Ravensbrück. Donc ma première question, c'est d'abord Miarca. Pourquoi Miarca ? Miarca, d'abord, je l'ai connue. C'était quelqu'un qui est devenu une amie, Denise Vernet. Oui, mais je voulais vous poser la question après, ça ne vous gêne pas. Donc j'aurais voulu que vous nous expliquiez Miarca. Alors, le nom de Miarca, oui. En fait, c'était donc pour Denise Jacob, une jeune fille de 19 ans au moment où elle rentre dans la Résistance. C'était son totem d'éclaireuse. Parmi les éclaireuses de France, les éclaireuses laïques de France, on l'appelait Miarca. Et c'est un nom qu'elle a sans doute tiré d'un roman de Jean Richepin, un auteur donc de la fin du 19e siècle, qui s'appelait La fille à l'ours. Et la fille à l'ours, c'était une petite bohémienne qui allait pieds nus et qui faisait des taches sur ses vêtements. Et donc je pense que ça devait correspondre à la personnalité peut-être un peu bohème de la jeune Denise. Et donc comme éclaireuse, elle a eu ce totem de Miarca. Et ensuite, quand on lui a demandé un peu à brûle-pourpoint ce qu'elle devait prendre comme nom de guerre, finalement, pour entrer dans la clandestinité à Lyon, dans le mouvement franc-tireur, et ben, elle a répondu spontanément Miarca. Je m'appellerai Miarca. Ça montre aussi l'empreinte qu'a eu pour elle ces années où elle a été éclaireuse aux Éclaireurs de France. Alors, je crois qu'elle était extrêmement attachée effectivement à ce mouvement des éclaireurs, comme tous les membres de sa fratrie, parce que au fond, le premier à rentrer, ça a été Jean, parce que au fond, ses parents étaient un peu inquiets. Il était élevé dans un gynécée, donc on a décidé de le faire rentrer chez les éclaireurs. Et puis de fil en aiguille, il y a eu Simone est rentrée, Denise est rentrée, elles étaient enthousiastes. Et puis Milou, qui était un peu réticente au départ, une fois qu'elle est rentrée, elle s'est laissée happer et elle est devenue, comme dit Denise, une cheftaine parfaite. Donc, au fond, effectivement, c'était une sorte de seconde famille. C'était un lieu extrêmement important pour les enfants Jacob. Et c'est un endroit où ils ont, au fond, reçu une forme d'éducation et je dirais aussi de civilisation. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à écrire cette biographie ? Alors, il y a plusieurs raisons qui ont fait que j'ai voulu écrire cette biographie. La première, c'est qu'au fond, je pense que c'est un livre que j'ai porté en moi pendant de nombreuses années. Excusez-moi.
C'est un livre que j'ai porté en moi pendant de nombreuses années, parce que même du vivant de Denise, j'étais tellement fasciné par elle, je la trouvais tellement magnifique, que je me disais que c'était absurde qu'il n'y ait jamais eu de livre sur elle finalement. Et puis elle était tellement modeste qu'elle elle avait un peu tendance à décourager quand on en parlait. Enfin, je ne lui ai jamais dit que je voulais écrire un livre sur elle, mais elle non plus ne m'aurait jamais demandé de faire une chose de ce genre. Donc, mais j'avais cette idée en tête, et je pense que il y a eu une longue gestation pour ce livre. L'autre raison, c'est que j'ai eu accès, grâce à Denise, à des documents exceptionnels qui sont les papiers privés de la famille Jacob, et que Denise, à la fin de sa vie, a pieusement rassemblés à partir de sources multiples. C'est-à-dire qu'elle écrivait à des cousines lointaines qui avaient des correspondances de certains de ses ascendants pour récupérer des copies de ses lettres ou les originaux. Elle a centralisé tout ce qu'elle pouvait avoir comme papier de la famille, et puis c'est vrai que l'enjeu était déjà considérable, parce qu'au fond c'était tout ce qui leur restait de la vie d'avant, puisque tout a été éparpillé et détruit au moment de l'arrestation en 1944 de la famille Yanis. Et puis enfin, il y a une dernière raison, et qui me semble importante quand même, c'est que je pense que nous vivons une époque de résurgence d'un antisémitisme banalisé que je trouve absolument insupportable. Et au fond, ce livre me paraissait être une réponse adéquate à cette situation. Alors, dans quelles circonstances avez-vous connu Denise Vernet ? Alors, je l'ai rencontré à l'âge de 24 ans, un peu par hasard, si j'ose dire, quand j'ai fait mon service militaire à la Fondation pour la mémoire de la déportation, qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, une organisation qui dépend de l'État, et qui a pour vocation de prendre le relais des amicales des différents camps, à la fois les camps de déportés politiques et résistants, et les camps pour la déportation, par mesure de persécution, comme on dit, donc la déportation juive. Et donc, cette fondation pour la mémoire de la déportation, dont la première présidente a été Marie-Claude Vaillant-Couturier, et puis ensuite ça a été Marie-Jo Chambard-Delauve, avait toutes sortes de chantiers en 1996, et notamment un chantier de CD-ROM d'histoire, où participaient d'éminents... Voilà, ça paraît l'antiquité maintenant, le CD-ROM. Oui, le CD-ROM, c'était à l'époque le nec plus ultra de la technologie, et on pensait que ça allait être la solution miracle pour assurer la mémoire de la déportation. Et donc, à l'époque, comme il y avait le service militaire, c'était les petites mains étaient des appelés ou des objecteurs de conscience qui, en fait, faisaient le travail Donc, quel a été votre premier contact avec Denise ? Denise était la secrétaire de la fondation. Donc, secrétaire, ça veut dire qu'elle faisait vraiment partie du bureau et qu'elle avait un rôle très important dans cette fondation. Elle était par ailleurs secrétaire générale, je crois, de l'ADIR, donc l'association des déportés et internés de la Résistance, où elle avait joué depuis pas mal d'années un très grand rôle. Et donc là, elle était en fait une des pilotes du CD-ROM. Ils étaient 4. Il y avait donc Denise Vernet qui représentait Ravensbrück et l'ADIR. Il y avait Henri Borland qui représentait plutôt l'amicale d'Auschwitz. Il y avait le général Saint-Macary qui représentait Mauthausen. Et il y avait le général Rogerie qui venait de Buchenwald et qui avait été dans plein de camps. Dont Auschwitz, aussi, puisque c'est l'un des témoins de la sélection à l'arrivée. Et donc, ces 4 anciens déportés qui pour moi étaient des inconnus quand je suis arrivé là, je n'avais jamais entendu parler d'eux, étaient les pilotes. On les voyait tous les jours, ils validaient notre travail. Et Denise, on ne pouvait pas ne pas être... Qu'est-ce qui vous a frappé chez elle ? Sa beauté. J'ai été frappé par sa beauté. J'étais assez jeune, donc je ne suis pas sûr que j'ai analysé les choses, mais il y avait quelque chose de frappant de voir cette dame déjà âgée, qui devait avoir dans ses 70-75 ans, et qui était très belle finalement. Elle exerçait une séduction naturelle, je dirais. C'était pas quelqu'un qui la ramenait d'une façon ou d'une autre, mais elle était tellement belle, elle avait un tellement beau visage qu'on était forcément saisi finalement. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus impressionné. Vous l'avez fréquentée en fait je l'ai fréquenté pendant 10 mois à ce moment-là. Et puis ensuite, vous l'avez beaucoup vue chez elle, avenue de l'Observatoire. Après, on s'est retrouvés. Je ne raconte pas dans le livre, mais en fait, à un moment, quand j'ai publié mon premier livre en 2004, j'ai reçu une lettre d'une écriture que je ne connaissais pas particulièrement. Et il y avait marqué, je pense qu'il ne doit y avoir qu'un seul Antoine Demeaux, et je pense que c'est vous. Et j'ai lu ce livre sur Michel Vieuchange. Et donc, du coup, elle a repris contact un peu comme ça à l'occasion de l'apparition de ce premier livre. On s'était perdu
perdu de vue un peu pendant quelques Et années. vous l'avez vue, en fait, jusqu'à la Jusqu'en fin, 2013, quand elle était hospitalisée jusqu'à à l'année de sa l'hôpital mort. Voilà. des Peupliers. Je l'ai vu quelques jours avant sa mort parce que justement on avait des choses à voir sur des papiers de famille sur lesquels elle voulait faire une sorte de... Bon, en fait, la première étape de mon livre a été une sorte de recueil d'archives à usage familial où j'ai un petit peu, comme dans la collection Archives Gallimard, mis en ordre ces papiers de famille de façon à ce qu'on puisse les lire et que les membres de la famille puissent ils faire ont ça. été déposés, je pense. Alors aujourd'hui, ensuite, oui, ces au documents ont été mémorial déposés au mémorial de la Shoah. Shoah. Ouais. Ce qui est quand même significatif aussi que le lieu choisi ait été le mémorial de la Shoah. Ouais. Alors, votre livre, je répète, qui est vraiment... bon, moi, je l'ai lu d'une traite en un week-end, qui est vraiment un livre admirable, admirablement écrit, admirablement documenté. Il a aussi cette qualité que, alors que nous avions le sentiment de tout savoir sur la famille Jacob, notamment par l'autobiographie de Simone Weil, Une vie, eh bien on apprend beaucoup. Et notamment sur le père. Il y a un portrait d'André Jacob qui est très étonnant par rapport à l'idée de cet homme que nous avions un peu rigide, un peu froid, un peu distant. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'André Jacob ? Moi, André Jacob, je l'ai découvert finalement en discutant avec Denise. Et c'est vrai que quand elle parlait de son père, je sentais bien sûr une immense affection et aussi le sentiment d'une certaine injustice à son égard. C'est-à-dire qu'elle avait le sentiment que l'image, effectivement, que l'histoire en train de s'écrire de sa famille rendait de lui n'était pas parfaitement exacte. Elle voulait le réhabiliter en quelque sorte. C'était la mère qui était aussi une femme magnifique. Extraordinaire. Aussi belle que les deux filles que nous avons connues, et d'une haute stature morale. Et l'affection, l'amour que lui a porté Simone, et le fait qu'elles aient eu leur déportation commune, Milou, Simone et Yvonne, Ouais. fait effectivement qu'on a le sentiment que le père est une figure un peu à l'arrière-plan. Alors, vous l'avez découvert comment ? En fait, il se trouve que Denise avait rassemblé plusieurs documents essentiels pour le connaître un peu mieux, et notamment des carnets qu'il a remplis quand il était prisonnier de guerre pendant la guerre de 14-18, donc en Allemagne. Il avait, je crois, arraché ses galons pour ne pas être mis dans un camp d'officiers, mais plutôt avec ses soldats. En Allemagne, il a vécu une période assez étrange parce que finalement, c'était pas. Je pense que ça a été quand même une période assez heureuse de sa vie. Il a passé quand même assez longtemps parce qu'il presque était fait 4 ans prisonnier dans dès le camp dès de 1914. prisonniers, Donc il a absolument. passé un peu comme De Gaulle. Il a passé 4 ans dans un stalag et là il prenait des. En fait, il a eu. Ça a été pour lui une année de grand bonheur intellectuel parce qu'il avait des livres, il pouvait écrire et il s'adonnait finalement à sa vraie passion qui était la lecture de la philosophie, etc. C'est Et très il notait intéressant des de voir, des petites maximes. C'est très intéressant de voir les lectures. pensées. La Fontaine, Montaigne, qui vont rester ces auteurs apparemment de référence. Mais il y a aussi beaucoup Chamfort. Et puis, surtout, il se nourrit apparemment dans cette captivité d'un livre qu'on ne lit guère plus, qui est le journal de Amiel. Le journal d'Amiel. Amiel, pardon. Alors donc, Amiel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage assez singulier qui, en fait, a tenu toute sa vie un journal de façon extrêmement minutieuse, qui est l'écrivain d'un seul livre, en beaucoup de volumes. Et je pense que l'édition qu'avait André Jacob là-bas était une édition abrégée, un choix dans le journal d'Amiel, oui, mais qui est quand même en 2 volumes, et qui est un livre assez fascinant, parce que c'est vraiment le livre de l'introspection, finalement. C'est le journal intime par excellence, le journal d'Amiel. Et effectivement, il y a chez lui un goût de l'étude intérieure, finalement, de la méditation philosophique qui le caractérise en quelque sorte. Donc, et c'est vrai que ce qui est assez frappant, c'est que tous ces textes de jeunesse, il est quand même très jeune quand il écrit ses pensées, finalement, elles rencontrent un écho sur les autres périodes de sa vie, et notamment la période qu'il a traversée Et vous citez pendant l'occupation. d'ailleurs la dernière lettre
son dernier écrit finalement, qui est la lettre qu'il envoie à Denise, Denisette comme on l'appelait dans la famille, en 44, Oui, c'est vraiment, alors qu'elle est à ça peut être Lyon. en mars Et 44, c'est oui. une longue lettre. Apparemment, la correspondance était plutôt le fait des femmes de la famille, c'est-à-dire Yvonne, Milou et Simone. Et cette grande lettre est aussi une lettre qui est remplie de conseils littéraires. Donc il y a une sorte de cohérence du personnage. Alors il naît, on va aller un peu vite, donc dans une famille de la petite bourgeoisie israélite, comme on dit. Son père est employé à la compagnie du gaz. Voilà. Il Et lui s'occupe des finances, oui. fait des études d'architecte. Quel type d'architecte il est? Je pense que c'est un architecte un peu utopiste et il a de grandes idées. Il a, à mon avis, une très bonne intuition, mais qui malheureusement va être un peu trop en avance sur son temps, qui est qu'il va y avoir un immense développement sur la Côte d'Azur et qu'il faut que les bons architectes soient sur place. Malheureusement pour lui, il arrive aussi au moment de la crise des années 30, la crise de 29, et du coup, tous les financements se tarissent et il ne peut pas bénéficier finalement de l'essor qui se produira peut-être quelques décennies plus tard. Et puis il a des idées sur l'architecture. J'ai adoré la lettre où il cogne sur Le Corbusier. Je trouve que dans le débat qui s'est beaucoup étalé sur Le Corbusier, cette lettre est étonnante. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'il écrit sur Le En fait, Corbusier? il considère Le Corbusier comme un escroc, comme un Exactement. Oui. et en plus comme un escroc malhonnête. Enfin oui, un Qui escroc fait extrêmement travailler malhonnête. les autres. Mais il fait travailler les autres. C'est un journaliste complètement nul. Enfin, c'est les termes qu'il emploie. Ouais. Et il pense qu'il est nul en dessin. Enfin, il a aucune estime pour Le Corbusier. Sans rien connaître de... Il y a peut-être un sous-texte qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire Voilà. que je pense que c'est la vie professionnelle ne devait pas forcément être simple pour les architectes à cette époque-là. Lui, il était quand même lié à des différentes instances, et je pense qu'il s'était peut-être heurté au clan de ceux qui étaient avec Le Corbusier et qui n'étaient pas forcément des gens très recommandables. Donc, il Non plus. épouse Yvonne Steinmetz et ils partent très vite, comme vous venez de nous le dire, s'installer à Nice, où vont naître tous les enfants. Alors non, parce que Denise est née à encore Paris, mais elle Un déménage Milou et très vite. Denise, les deux aînés, Voilà. sont Ouais. nés à Paris, mais Jean et Simone sont nés voilà. à Nice. Et arrive la crise, et puis arrive aussi l'arrivée de Hitler au pouvoir. Donc on a beaucoup dit que Yvonne était plus à gauche que son mari, mais enfin il y a quand même quelque chose qui va unir toute la famille et jusqu'au bout, c'est le patriotisme. Oui, ils sont profondément attachés à la France. C'est même une religion chez les Jacob. Alors, il y a plusieurs familles. Hein. Il y a les, ce sont des familles qui viennent d'Alsace, qui viennent de Moselle et qui ont été forgées finalement par l'histoire du 19e siècle et qui ont fait des choix au moment de 1870, par exemple. Il y a une lettre magnifique qui existe dans les archives, qui est de la grand-mère, où elle parle de l'amour de la France dans des termes absolument sublimes. En fait, Et vous citez aussi le testament de Marc Bloch. Marc Bloch qui était, alors j'avance un peu, mais on y reviendra, qui était aussi résistant et que Denise croise fugacement à Lyon. Alors oui, je pense que Marc Bloch et la famille Jacob, c'était exactement la même vision de la France, aussi le même rapport, je dirais, à l'identité juive. C'est-à-dire que au fond, c'était des gens qui ne voulaient pas être enfermés dans une identité et qui recherchaient une forme d'émancipation, une forme de liberté intellectuelle au fond. Et il y avait ça chez André. Il a toujours été il a toujours tenu à distance finalement il s'est toujours méfié du fait d'être assujetti à une identité. Et on retrouve cette même attitude chez Denise, Oui. qui regrette, qui assume le fait d'être juive, tout en regrettant, quand elle est au lycée, de ne pas pouvoir être solidaire de ses camarades juives
sans que l'on pense qu'elle le fait, parce qu'il y a une solidarité que j'appellerais, avec des guillemets, ethnique. Ça, c'est très, très émouvant, ce passage-là, parce C'est un très beau qu'on passage. voit l'extraordinaire noblesse de cette jeune femme qui ne veut absolument pas qu'on la soupçonne d'agir par intérêt. Et c'est pour ça qu'elle regrette de ne pas être non-juive, parce que là, elle pourrait exprimer ses sentiments sans avoir le sentiment qu'on puisse la juger partie. Donc c'est très, très émouvant. En fait, oui, c'est un passage qui est très frappant. Et curieusement aussi, elle s'est liée de grande amitié avec Germaine Tillon. Elle a travaillé ensuite après avec Germaine Tillon. Et elle a une sorte, pas dire d'amertume, parce que c'est pas dans son caractère, mais elle note que Germaine Tillon, toute préoccupée du deuil de sa mère qui a été assassinée à Ravensbrück, dans une des petites chambres à gaz qui avait été installée à la fin de l'histoire du camp, et avec une sorte de tristesse, elle dit que Germaine Tillon ne lui a jamais posé aucune question sur sa famille, sur sa propre mère, et que, en somme, ce qui avait été le destin des Juifs n'intéressait pas Germaine Tillon. Je ne sais pas, elle ne va pas jusque-là. C'est moi qui pousse un peu là. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle note que Germaine Tillon ne lui a jamais posé de questions sur sa mère. Parce qu'effectivement, je pense que la grande obsession de Germaine Tillon a été le fait de n'avoir pas réussi à ramener sa mère de Ravensbrück. Alors que d'autres déportés résistantes qui avaient été déportés avec leur mère ont pu ramener leur mère. Donc elle se reprochait de n'avoir pas été capable de le faire. Tout ça est très connu parce que la mère de Germaine Tillon était une figure du camp. C'était une femme extraordinaire qui avait un grand rayonnement, qui avait une soixantaine d'années, voilà, qui était très aimée. Et effectivement, elle est finalement été prise dans les derniers mois. Germaine Tillon, qui avait une dévotion pour sa mère, a fait des pieds et des mains parce qu'elle avait beaucoup d'influence quand même dans le camp. C'était elle comptait dans le groupe des Françaises et elle n'a pas réussi. Je crois qu'elle était malade en plus à ce moment-là. Et donc pour elle, c'était vraiment un remords terrifiant. Et je ne crois pas que... effectivement, c'est quelque chose qui a attristé Denise, mais je ne crois pas que Denise lui en ait rigueur, parce que je crois qu'elle avait quand même une vraie confiance dans Germaine Tillon, qui était une figure qu'elle admirait vraiment. Je ne crois pas qu'elle la mettait quand même dans la... Les amitiés nouées au camp ont été des amitiés indéfectibles. Oui, et puis au fond, Denise... ce qui comptait, c'était quand même cette attitude de résistance, finalement. Son pays, c'était la résistance. Alors, si elle avait une identité, c'était d'abord la résistance. Alors, on va y arriver. Donc, toute la famille est à Nice. Donc, on ne va pas reprendre toute l'histoire de l'occupation. À Nice, où c'est la zone libre, les difficultés économiques sont énormes. La famille vit avec beaucoup de difficultés. Et puis arrive août 42, où la police française arrête des Juifs. Donc à partir de ce moment-là, malgré la pause italienne, il n'y a plus une sécurité totale. Donc qu'est-ce qui se passe pour la famille Jacob et surtout pour Denise ? Alors, j'ai l'impression que c'est un peu la douche écossaise à Nice, parce que tantôt, c'est les Français qui, effectivement, arrêtent des Juifs étrangers. À d'autres moments, il y a un peu de répit, parce que c'est les Italiens, c'est après le 11 novembre 42, et puis ensuite, les Allemands arrivent. Enfin, voilà, à Nice... Ce que vous notez, ce qui montre quand même la puissance du patriotisme de Denise, c'est que les Italiens qui ont très brièvement occupé Nice en 40, qui étaient plutôt sympathiques, pour Nice a une vieille histoire folklorique, et puis Nice a une vieille histoire quand même avec l'Italie, c'est pas, elle est hors d'elle des gens qui sont aimables avec des occupants, fussent-ils italiens. Ce qui montre vraiment que pour elle, un occupant, c'est un occupant. C'est ça. C'est ça. Elle transige pas avec ce genre de choses, Denise. Et en fait, ce qui se passe au moment où on commence à arrêter des Juifs, c'est qu'elle s'engage à l'UGIF. Et elle fait partie, au fond, d'un groupe de gens qui, après le lycée, essayent d'aider les familles qui sont là, qui ont besoin d'être hébergées. Donc, parfois, ils sont hébergés chez les Jacob, rue Cluvier, où ils ont dû déménager à cause de leurs difficultés financières.
dans un appartement plus petit, mais qui a l'air assez Ils sont sympathique. passés du quartier des musiciens, qui est le quartier, Quartier chic, voilà, de oui. Nice, au quartier qui est autour Du parc de impérial. l'église russe. Ouais. Et c'est un joli quartier apparemment qui est proche, enfin qui à l'époque était très proche de cette belle nature autour de Nice. Mais effectivement, l'appartement est plus petit, les sœurs partagent la même chambre. Elles dorment même tête bêche. Et puis je crois même que Milou Jean et- dort dans le salon. Enfin Voilà, voilà, ouais. ils sont, mais en même temps, il y a un côté incroyablement chaleureux. C'est une famille très unie et qui est très heureuse finalement d'être ensemble. Mais bon, Denise, le soir après le lycée, va aider. Alors je pense qu'elle doit accompagner des enfants. De lieu en lieu finalement, parce qu'il y a tout un réseau de personnes de bonne volonté qui essayent de sauver ces enfants, ces personnes, et peut-être de les acheminer vers une frontière qui serait moins hostile. Ça peut être la Suisse. Bon, je ne connais pas en détail toutes les actions que l'UGIF a pu mener à Nice, mais c'est ça, c'est du fil en aiguille finalement. Oui, parce qu'en fait, l'UGIF, c'est le comité qu'on a appelé du bouchage, qui a été le comité de secours aux Juifs démunis de ressources, qui ont afflué à Nice, soit au début de l'occupation de la France, en fuyant la zone occupée, soit après les rafles soit au moment de l'occupation italienne. Voilà, donc il y a une aide et elle y participe. Et puis, quand Aloïs Brunner débarque à Nice avec son commando et qu'on commence vraiment à traquer avec une violence incroyable les Juifs, qu'est-ce qui se passe pour la famille Jacob ? Donc, ça, on est en septembre 1943 et à ce moment-là, enfin c'est les premiers jours de septembre, Denise et Milou sont à un camp de formation des cheftaines. Et ce camp est dans la vallée de la Tinée, donc dans une belle région complètement protégée. Sinistrée aujourd'hui. Oui, effectivement. Et là, elles sont un peu loin de la guerre, finalement. C'est une sorte de parenthèse enchantée où elles sont au milieu des chamois et des bouquetins. Et là, elles reçoivent une lettre d'André. Et André leur dit, écoutez, on commence à traquer les Juifs. La traque des Juifs s'est intensifiée donc, à Nice. Si vous le pouvez, ne rentrez pas. Une lettre incroyablement solennelle finalement qu'un père puisse écrire ça et Milou qui en fait a un emploi à Nice et qui permet à la famille de vivre manger, parce qu'il n'y a rien à manger et il n'y a pas d'argent donc il faut quand même trouver des ressources et Milou estime qu'elle doit elle revenir à Nice et reprendre son emploi. Elle travaille pour un magasin de vin et alcool. Elle s'occupe de la comptabilité, alors que Denise, finalement, choisit au contraire d'essayer de trouver le moyen de rejoindre la clandestinité. Donc elle ne rentre pas à Nice, elle va d'abord chez une camarade éclaireuse cheftaine dans le Limousin, dont le père, je crois, est un animateur de chantier de jeunesse, mais on sent que c'est le moment où les chantiers de jeunesse vont basculer dans la résistance, si ce n'est pas déjà le cas, donc il y a peut-être une porte de ce côté-là, mais finalement ça sera par une autre cheftaine qui s'appelle Kiki Mathieu et par Saint-Marcelin en Isère qu'elle va trouver le contact un certain Doudou qui est le fiancé de Kiki Mathieu et qui va lui donner Alors avec quel mouvement chemin de résistance c'est Francs-Tireurs, mais le mouvement c'est Francs-Tireurs, le mouvement de Jean-Pierre Lévy qui est solidement implanté à Lyon depuis et de Georges Altman de Georges Altman, de Élie Péju, enfin il y a tout un tas de grandes figures de résistants et de Marc Bloch. Et qui est surtout implanté à... Enfin, comme alors, tous les mouvements de voilà, ils sont à Lyon et ils rayonnent sur la région, sur la zone sud. Et c'est le plus petit des grands mouvements, Francs-Tireurs. Et si elle rentre à Francs-Tireurs, c'est par hasard. Il faut le dire aussi. C'est-à-dire que si elle avait pu rentrer dans Combat ou Libération, elle D'ailleurs, vous le notez aussi pour la période de Ravensbrück. Elle a des valeurs fortes, qui sont celles de sa famille, potentialisées par les éclaireurs de France, parce qu'elles ne sont pas si différentes. Hein. Mais en même temps, elle n'est pas du tout idéologique. C'est-à-dire qu'elle ne se préoccupe pas de la couleur politique du mouvement dans lequel elle entre. Oui, je crois que c'est peut-être même des questions qui la dépassent. Au fond, ce qui l'intéresse, elle, c'est de rentrer dans la résistance et de pouvoir jouer un rôle. Et d'ailleurs, au fond, on parle assez peu d'idéologie, j'ai l'impression, autour d'elle. Ce qu'on lui confie, ce sont des tâches très concrètes, très pratiques. Alors, vous faites un portrait de cette toute
jeune fille, jeune femme, 18, 19 ans, qui se retrouve toute seule, alors qu'elle vient de cette famille si chaleureuse, et qui va passer donc un an à peu près à faire des tâches de résistance. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? En fait, Denise, c'est la résistance des petites mains, finalement. C'est la Des femmes résistance. aussi. Oui, c'est la résistance des femmes. Il y a aussi des hommes, d'ailleurs, qui exercent ce travail d'agent de Ouais. liaison. Mais c'est vraiment une résistance qui n'a rien de spectaculaire. Et en même temps, elle demande un courage, y compris physique, extrêmement important, puisqu'il s'agit de sillonner la ville de Lyon en plein hiver, en pleine occupation. Et Dieu sait qu'il y a des policiers de tout genre au service des Allemands dans Lyon, à vélo. Elle doit souvent changer de chambre. C'est des chambres humides, mal meublées. Elle ne peut pas discuter avec les gens avec qui elle a affaire, puisqu'elle passe un message. Alors, ce sont des messages qu'elle doit apprendre par cœur, souvent, ou elle doit aussi mémoriser les adresses. Le moins de choses possibles doivent être écrites. Donc, c'est un métier qui est extrêmement intense et qui la mobilise à temps plein. Hein. Elle est censée être inscrite à l'université, c'est sa couverture, mais elle n'y va jamais. Et par ailleurs, elle a aussi pour autre fonction de distribuer les journaux. C'est-à-dire que Le Franc-Tireur est un journal qu'on distribue et qui contribue finalement à animer la flamme de la résistance. Et c'est un des travaux de Denise que de véhiculer, d'acheminer, d'aiguiller ces journaux. Mais elle n'a pas d'arme, elle n'est pas là. Voilà. Et avec le danger d'être arrêtée, et vous décrivez tous ceux qu'elle a croisés, qui sont arrêtés et qui sont généralement fusillés. Oui, car les résistants, on les fusille. Il n'y a aucune illusion. On sait que si on est arrêté, on sera torturé et probablement Et jusqu'à la dernière mission. Oui. Alors, sa dernière mission, c'est d'aller au maquis. Est-ce que vous pouvez nous la raconter un peu ? En fait, les choses s'accélèrent aussi, il faut le dire, avec l'arrestation de la famille Jacob à Nice. Oui. C'est-à-dire que à la fin du mois de mars, donc toute la famille est arrêtée en 2 temps. D'abord Simone, Milou, Jean et Yvonne, et puis dans un second temps, ce sera l'arrestation d'André, et puis aussi accessoirement de son frère Pierre et de sa femme et de son fils. Et donc tout le monde assez rapidement est envoyé à Drancy. Denise l'apprend, c'est évidemment un choc terrible pour elle. Elle a réussi à aller voir juste avant cette arrestation, un peu aussi par un coup du hasard. Elle a passé 2 jours. Elle a passé 2 jours, oui, parce qu'il fallait qu'elle aille un peu se mettre au vert, et elle a choisi d'aller à Nice pour l'anniversaire de Milou. Et puis, en fait, ce sont des retrouvailles un peu gâchées par l'ambiance. Hein. On peut imaginer ce que ça représente. Mais bon, ils se sont vus une dernière fois. Oui, parce que toute la famille est cachée, enfin dispersée chez des amis. Ils sont cachés par des proches, justes, en fait, il faut le dire. Il y a toute une chaîne de solidarité qui essaye de les aider. C'était une famille qui était aussi très aimée, très estimée, très aimée. Donc, c'est des professeurs du lycée, c'est les anciens employés d'André Jacob. Enfin, beaucoup de gens se sont ligués pour essayer de les sauver. Et ils ont quand même été arrêtés. Et donc pour Denise, c'est un choc terrible, et elle décide de monter finalement en puissance au sein de la résistance. Il faut de toute façon l'extraire de Lyon où elle est trop connue, donc on l'envoie à Annecy. Elle espère rejoindre le maquis et prendre les armes, mais on lui confie à nouveau des tâches d'agent de liaison sur son vélo dans une région de montagne, ce qui est quand même assez sportif, mais elle ne rechigne pas. Et juste après le débarquement, on lui confie une mission extrêmement compliquée et un peu absurde, qui consiste à partir en vélo d'Annecy pour aller jusqu'à la région de Cluny, donc en Bourgogne. Il y a plus de 200 km à faire en vélo, pour récupérer 2 postes émetteurs qui ont été parachutés par erreur dans cette région. Le tout estampillé anglais. Voilà, Made in England, et c'est censé aller dans le maquis des Glières, qui vient d'être en plus dispersé. Et là, vous faites une description extraordinaire de cette équipée toute seule, un vélo, un deuxième vélo, elle charge le vélo, les ponts ont sauté, elle s'accroche sur un motocycliste qui... elle croise les camions de la milice qui reviennent des opérations contre le maquis. Enfin, c'est complètement... La voiture est prise, enfin elle est prise dans une voiture, elle est conduite au maquis par des maquisards qui sont debout exactement, vous le dites, comme dans les films. Ouais. Et puis finalement, avec un taxi, elle ramène le matériel, et il faut qu'elle reparte avec le matériel qu'elle a caché dans des valises.
Et c'est là qu'elle est arrêtée. Bah là, c'est vraiment l'arrestation un peu bête et méchante, c'est-à-dire qu'au coin elle est dans un taxi, qui ne sait pas évidemment qui elle est et ce qu'elle transporte, et au détour d'une route, juste avant de toucher le but finalement, elle tombe sur un barrage de faits de gendarmes qui sont là en force. Alors elle sort de la voiture, vous décrivez cette jeune femme ravissante. En plus, elle a une robe légère, voilà, qui est faite avec 2 foulards. Qui pense que... Bah, elle pense que au fond, sa dernière heure est peut-être arrivée. Et donc on l'identifie comme étant une résistante. Enfin, il n'y a même pas besoin de... dès qu'on ouvre le voilà, coffre... il tombe sur les postes émetteurs. Et là, elle est emmenée donc, à Lyon. Avec une robe de chambre... alors oui, il y a la robe de chambre. Alors ça, c'est assez amusant dans ce malheur. C'est qu'il y a dans le parachutage une robe de chambre qui appartient à des chefs maquisards qui ont été parachutés de Londres. Et elle est magnifique en laine. On n'a pas vu ça en France depuis au moins 6 ans. Elle aussi, elle est made in England, la robe de chambre verte. Et en fait, de façon assez étonnante, les Allemands ont rendu cette robe de chambre à Denise parce qu'ils ont pensé que c'était son manteau. Et donc, elle l'a accompagnée au moins jusqu'au camp, au moins jusqu'à Ravensbrück. Et là, ça lui être confisqué. Et là, elle est internée à la prison de Montluc. Alors, Montluc et les interrogatoires place Bellecour à ce moment-là. Puisque c'est plus là où il y a le centre aujourd'hui. Oui, parce que là, ça avait été bombardé. C'est plus à Marcelin-Berthelot, voilà, mais c'est à la Gestapo, place Bellecour. Elle subit le supplice de la baignoire. Vous le racontez. En fait, elle avait écrit pour ses enfants un petit récit. Et c'est, je pense, avec ce petit récit que vous construisez la période des interrogatoires et de la torture. Et elle ne donne pas ses camarades avec une sorte de fierté. C'est quelqu'un de fier, au bon sens du terme, bien sûr. Et puis, finalement, on est après le débarquement. Lyon, c'est à la fois la sauvagerie avec les fusillades c'est l'époque de Barbie, c'est Barbie qui les déportations tardives et après ces heures et ces heures de supplice de la baignoire, elle n'est plus réinterrogée, mais Montluc est vidé, enfin pas tout à fait vidé, mais un certain nombre de prisonniers de Montluc sont conduits à Lyon-Perrache. Donc là, qu'est-ce qui... là, en fait, là aussi, il y a une odyssée hallucinante, puisque pour aller, elle est censée aller à Romainville, elle ne le sait pas encore, mais ils mettent 4 jours pour traverser la France, parce qu'on est dans une anarchie complète, puisque les voies sont coupées par les maquis, et donc ils prennent des petites voies de traverse, etc. Mais bon, évidemment, tout est mis en œuvre pour que la déportation puisse continuer à fonctionner et à tourner à plein. C'est une priorité pour le Reich. Et donc, Denise se retrouve à Romainville, où elle va rester, il me semble, une dizaine de jours. Vous dites, et c'est là qu'elle rencontre quelqu'un qui va devenir une de ses grandes amies au camp, qu'elle appellera Frédéric, qui s'appelle Raymond Thibouville, et qui est une maquisarde, pas une maquisarde, mais une résistante d'un réseau qui a été fondé par la famille Hilbron en Seine-et-Marne. Elle devient très amie avec cette jeune femme de 40 ans. Tout de suite, le courant passe, et elles vont former ce qu'on appelle un peu des couples dans la déportation. C'est-à-dire qu'on peut tenir, pas en masse, mais en binôme, finalement. Et comme il y a un décalage d'âge, une jeune femme, une femme plus âgée, je pense. On les appelait les mères de camp. Germaine Tillon, Anis Postel-Vinet, même différence d'âge. Et on les appelle les mères de camp, ces femmes un peu plus âgées. C'était comme ça qu'on les a surnommées dans le jargon de la déportation. Et donc, elles partent. Il y a une étape à Neubrem, qui est un camp de représailles, où elles sont mises dans le bain terrifiant de ce qui les attend. Et puis après, le train suit sa route et arrive à Ravensbrück. On est en juillet 1944, et Denise va rester à Ravensbrück jusqu'au printemps 1945. Alors les pages que vous consacrez à Ravensbrück, à partir de la visite que vous avez faite sur les lieux, et puis à partir des écrits de Denise, sont vraiment des pages très bouleversantes. On ne va pas en parler parce qu'il nous reste peut-être 7-8 minutes, 10 minutes. Et je voudrais qu'on consacre un temps au retour.
Donc, qu'est-ce qui se passe pour Denise quand, après Ravensbrück, elle regagne la France? Quand elle regagne la France, déjà, elle a le cœur profondément blessé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que elle faisait partie d'un groupe de 7 femmes qui s'étaient promis de revenir ensemble et de construire l'avenir ensemble, et promis de s'entraîner pour survivre au camp. Et juste avant la libération, il y en a 5 qui sont tués dans un bombardement à Amstetten, dans un commando de Mauthausen, où elles ont été déportées un temps après Ravensbrück. Donc ça, c'est terrible. Dont sa meilleure amie, Frédéric. Donc ça, c'est quelque chose c'est une blessure qui est extrêmement profonde. Ensuite, quand elle arrive, elle apprend par son oncle qui est venu la récupérer à Lyon que son cousin Germain, qu'elle adore, oui, on a même le sentiment qu'il y avait un sentiment amoureux qui les... Enfin, il y avait un sentiment très fort. Oui, c'est ça. C'est des adolescents, mais ils étaient profondément liés. Donc André Weissmann. Vous décrivez des photos on les voit tous les deux. Il était brillantissime. Qui ont été prises par Jean, un charmant jeune homme et polytechnicien. Et il avait été condamné au moment de cette fameuse affaire épouvantable pendant l'occupation quand elles se sont mises à chanter l'international. Voilà, quand ils ont chanté l'international dans la maison de famille au bord de la mer. Et là, le gardien de la maison de côté les a dénoncés aux flics et ils ont été jugés et condamnés à la prison avec sursis. Et le pauvre André Weissmann, qui a intégré Polytechnique, avait ça inscrit sur son casier judiciaire. Et après sa mort, son père a tout fait pour que ce soit retiré son casier. Et donc André Weissmann est mort donc dans les premiers mois de 45 sur le front. Mort à la guerre. Il est mort à la guerre. Oui. J'avais presque envie de dire en héros. Normalement. Il s'est porté volontaire pour une mission dont il ne pouvait pas revenir vivant. Et donc elle apprend ça, et puis ensuite quand elle arrive à Paris quelques jours plus tard, elle a la chance de voir revenir ses 2 sœurs, mais elle comprend aussi que sa mère ne reviendra jamais puisqu'elle est morte à Bergen-Belsen, et quant à son père et à son frère, on n'a aucune nouvelle d'eux, et on a eu de nouvelles d'eux que très tard finalement. Et on ne saura. Ils ont été dans un fameux convoi envoyé à Kaunas, probablement tués au fort de Kaunas, mais finalement le destin très particulier de Jean et de André, on ne le connaîtra jamais avec une véritable précision, je crois. Oui, ils ont disparu finalement dans la nuit de la Shoah. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ? Après, il faut vivre, et c'est bien ce qui est difficile, je dirais, pour la plupart des déportés. Je mets à un moment une citation très belle de Charlotte Delbo qui dit à quel point, finalement, elle dit, je paraphrase, mais tout le monde peut imaginer le courage qu'il nous a fallu pour tenir là-bas, mais personne ne peut imaginer le courage qu'on a dû déployer pour pouvoir vivre ensuite. Et c'est ça, finalement, Denis, c'est qu'elle, au fond, elle a du mal à s'adapter à cette vie, à ces gens qui pensent que maintenant tout doit repartir comme avant. Elle a du mal à s'adapter aux études. Et puis elle a aussi une grande douleur qui est que c'est très difficile de communiquer avec ses sœurs qui ont connu Auschwitz, et elle revient de Ravensbrück. Et il y a comme un fossé. Et ce fossé, c'est difficile de l'analyser. Alors ça, ce sont les pages... des pages qui m'ont vraiment passionné, parce que j'ai connu Denise et Simone. On s'est rencontrés à la Fondation de la déportation dans les fameuses années du CD-ROM. Et il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'était les doubles engagements des années après la guerre. Simone ne cessant de dire qu'on avait honoré les résistantes, et notamment sa sœur qui avait fait des conférences et qui est d'ailleurs photographiée dans une réception qu'a donnée le général de Gaulle pour les survivants de la déportation, alors que les Juifs, on ne voulait pas en entendre parler. Donc il s'est passé quand même entre les 2 sœurs
quelque chose. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Bah, je pense que ça s'est mis en place de façon assez un peu insensiblement et sans que Denise se rende compte sur le moment de ce qui se passait. Mais c'est vrai que on voulait l'entendre. Elle était l'héroïne du réseau, Denise. Et en plus, elle avait ce physique extraordinaire. Enfin, c'était Antigone, entre Antigone et Jeanne d'Arc. Alors que Milou et Simone, bah, c'était des victimes, comme il y en avait des milliers. On pensait que c'était la même chose que j'imagine ceux qui étaient morts dans les bombardements. Donc du coup, effectivement, il n'y avait pas du tout la même attention. Et cette blessure profonde chez ses sœurs, je pense que Denise l'a pas tout de suite perçue. Aussi parce que je pense que c'était pas évident pour elle de l'exprimer. Il faut quand même un certain recul et et puis il faut se reconstruire. Enfin, rien n'était Et je propice. pense que pour Denise, il y a eu une autre blessure qui est que Milou et Simone étaient avec leur mère. C'est-à-dire qu'il y a tout, y compris le décès c'est quelque chose qu'elle n'a pas vécu. Donc Oui, bien sûr. finalement, il y a peut-être une blessure des deux côtés. Oui, certainement. Et puis, alors, on sent dans la correspondance, bon, il y a cet amour extraordinaire, il y a le rôle extraordinaire de Milou qui cherche qui Et qui, œuvre beaucoup malheureusement, parce comme qu'elle chacun sait, elle meurt va tragiquement dans un disparaître accident de avec son voiture petit en 1952. Mais en fait, Denise demande ce récit, elle demande ces explications, et au fond, c'est toujours reporté à plus tard. Et avec Milou, il n'y aura jamais cette conversation puisqu'il y a cet accident. Ouais. Et malgré tout, les deux sœurs vont rester proches tout en... Bien sûr, c'était fondamental. Voilà. Elles étaient extrêmement proches et je crois que... Tout en ayant une impossibilité de parler de ces deux blessures différentes, mais que chacune avait. Il va falloir arrêter. Vraiment, Antoine Demeaux, vous avez écrit un livre superbe, Miarca, aux éditions Phébus. Un livre magnifiquement écrit et qu'on lit avec passion et qui permet de comprendre bien des choses et aussi de réfléchir et de sentir un peu ce qu'a été cette époque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annette.